La Russie est en grande difficulté. Le Kremlin réalise seulement maintenant qu'il pourrait perdre la guerre, non à cause des missiles ou chars, mais à cause de simples trains. Attaque de drones ukrainiens. Les forces ukrainiennes ont ciblé un convoi ferroviaire russe et détruit une locomotive. En Russie, un train de marchandises transportant du carburant a déraillé lundi après l'explosion d'un engin sur les voies dans la région de Bryansk, près de l'Ukraine. L'armée russe est massive, mais sous la surface se cache une dépendance silencieuse dont peu de gens parlent. Les trains. Du déplacement des troupes au ravitaillement. Le réseau ferroviaire russe du 19e siècle maintient tout cela ensemble. Mais ce système, eh bien, il est dépassé, surchargé et plus vulnérable que ce que tout le monde pensait. Dans cette vidéo, nous révélons comment cibler cette faille cachée pourrait changer le cours du conflit, et pourquoi Poutine préférerait que vous ne le sachiez jamais. Les trains transportent plus que du fret, ils soutiennent toute la stratégie de guerre russe. À chaque frappe ukrainienne sur ces voies ferrées, une nouvelle fissure apparaît dans l'armure du Kremlin. Si vous voulez que d'autres voient la réalité de cette guerre, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela permet à cette histoire de dépasser les gros titres et la propagande. Merci. Abordons l'importance du système ferroviaire pour le Kremlin. Depuis le début de la guerre, la Russie transporte ses fournitures militaires par train. Il s'agit de carburant pour les chars, d'obus pour l'artillerie, de pièces de rechange pour les véhicules, et même de nourriture pour les soldats. Les trains transportent essentiellement les marchandises lourdes sur de vastes distances, des dépôts situés au cœur de la Russie jusqu'aux lignes de front en Ukraine. En revanche, les armées occidentales, comme celles de l'OTAN, s'appuient sur les camions et le transport aérien pour plus de flexibilité. Elles changent vite d'itinéraire, s'adaptent aux menaces et assurent l'approvisionnement même si une voie est compromise. La Russie, cependant, a construit sa logistique autour de lignes ferroviaires fixes, un système ancré dans sa géographie et son histoire. Regardez la carte de la Russie l'explique. Étant le plus grand pays par superficie, la Russie est tout simplement immense. Tellement immense qu'elle est presque 2 fois plus grande que les États-Unis. Elle couvre 11 fuseaux horaires avec des routes souvent boueuses, non goudronnées ou inadaptées aux lourds convois militaires. Le transport aérien, c'est cher. La flotte aérienne russe est trop petite pour gérer le ravitaillement nécessaire à une guerre de cette ampleur. Souvent, les chemins de fer sont le moyen le moins cher et le plus efficace pour transporter beaucoup d'équipements sur de longues distances. C'est pourquoi la Russie compte beaucoup sur eux. En 2023 et 2024, on estimait que les trains assuraient près de 80% de la logistique militaire russe en Ukraine. Les camions et les avions comblent les lacunes, mais seulement pour les livraisons spécialisées ou urgentes. Maintenant, cette organisation remonte à l'époque soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques a organisé sa logistique militaire autour d'un large réseau ferroviaire pour approvisionner son empire. Les trains pouvaient transporter d'énormes charges sur de longues distances, reliant les usines au cœur de la Russie à des bases éloignées. Ce système était fait pour contrôler, non pour être flexible. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la Russie a hérité de ce réseau, mais elle ne l'a pas beaucoup modernisé. L'armée a continué de s'appuyer sur les chemins de fer parce qu'ils étaient déjà là. De plus, construire un nouveau système basé sur des camions ou l'aviation aurait coûté des milliards et pris des décennies. De plus, l'économie russe subit une pression constante depuis les sanctions liées à l'annexion de la Crimée en 2014. Ils ont gardé ce qui avait déjà marché. Mais ce qui convient à un empire en paix ne fonctionne pas toujours en guerre moderne. Pourquoi ? La guerre moderne dépend totalement de la rapidité et de l'adaptabilité. Les chars et les troupes doivent se déplacer rapidement, esquiver les menaces et frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas. Les lignes de chemin de fer fixes sont prévisibles, visibles sur une carte, repérables par satellite ou surveillées par drone. Chaque centre, pont et jonction est une cible. Si vous en touchez un, vous n'arrêtez pas seulement un train, vous pouvez paralyser l'approvisionnement d'une région entière. En 2022, lors de l'invasion russe en Ukraine, sa logistique a faibli. Les forces ukrainiennes ont ciblé les voies ferrées et les dépôts dès le début, perturbant les livraisons de carburant et de munitions. À la mi-2022, des rapports montraient que les unités russes à Kherson et Donetsk manquaient d'obus parce que les trains ne pouvaient pas passer. Une frappe sur un pont ferroviaire près de Melitopol en 2023 a retardé les renforts russes plusieurs semaines. Les troupes ont dû compter sur des ressources locales devenues rares, révélant un problème plus profond que de simples contretemps.
Les chemins de fer sont des points d'étranglement. Et dans une guerre où les drones et les missiles peuvent frapper avec une précision chirurgicale, c'est tout simplement une catastrophe annoncée. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine a compris cette faiblesse et l'a transformée en stratégie. Ils combattent sur le front et ciblent aussi précisément les lignes d'approvisionnement russes. Drones, missiles et forces spéciales attaquent des centres ferroviaires en zone russe. La frappe de juillet sur un nœud ferroviaire en est un parfait exemple. Ce n'était pas une cible choisie au hasard. Ce nœud ferroviaire relie la Russie continentale à la Crimée occupée et au sud de l'Ukraine, jouant un rôle crucial. Les trains transportant carburant, armes et troupes y passent pour maintenir le front actif. Les drones ukrainiens ont détruit les voies, ainsi que les sous-stations électriques et systèmes de signalisation nécessaires au trafic ferroviaire. La grève a bloqué le trafic ferroviaire pendant des jours, voire des semaines. Ce retard a entraîné divers problèmes et pénuries pour les forces russes. Cette attaque a sérieusement compromis la capacité de la Russie à tenir le sud. Ce n'était pas un coup de chance. L'Ukraine agit ainsi depuis des années, mais ils se sont améliorés. En 2022, ils ont détruit des stocks de munitions dans des dépôts ferroviaires à Donetsk. En 2023, ils ont visé des ponts sur le chemin de fer transsibérien, essentiel aux routes militaires. En 2024, l'Ukraine utilisait des drones longue portée pour frapper des infrastructures ferroviaires en Russie. Chaque attaque réduit la capacité de la Russie à approvisionner son armée. La frappe de juillet, dernière d'une série, illustre le changement de stratégie de l'Ukraine, qui peut gagner sans capturer de ville. Il coupe les artères alimentant la machine de guerre russe. Récemment, ces attaques se sont intensifiées avec plusieurs frappes sur des sites stratégiques. Voyez l'attaque du 29 juillet contre un train de carburant au centre ferroviaire de Salsk, oblast de Rostov, Russie. Cette attaque de drone a entraîné l'arrêt de 9 trains, alors que des incendies faisaient rage. En observant les effets, on perçoit le génie de cette tactique. Une panne dans un centre ferroviaire a des répercussions rapides. Les troupes russes en première ligne ne perdent pas qu'une cargaison, mais le flux continu de tout ce dont elles ont besoin. Les pénuries de carburant immobilisent leurs chars et camions. Sans obus, le feu d'artillerie faiblit, et l'infanterie reste exposée. Les pièces de rechange n'arrivent plus, le matériel endommagé reste inutilisé. Même la nourriture et les fournitures médicales sont touchées, ce qui sape le moral. En 2023, après des frappes ukrainiennes sur les voies ferrées à Zaporijia, les unités russes ont manqué de rations plusieurs jours. Les soldats mangèrent des provisions périmées ou cherchèrent de la nourriture sur place. Il n'est pas nécessaire d'être conseillé pour voir que cela n'inspire pas confiance. Quand les stocks manquent, les unités sont isolées. Ils ne peuvent ni manœuvrer, ni envoyer de renforts, ni évacuer rapidement les blessés. C'est une lente hémorragie qui affaiblit l'armée. Mais quel est l'impact réel de ces perturbations sur l'effort de guerre russe ? L'une des raisons de l'efficacité de cette stratégie est son faible coût pour l'Ukraine par rapport à la Russie. Une attaque de drone sur un centre ferroviaire peut n'exiger que quelques drones peu coûteux pour provoquer des millions de dollars de dégâts. La Russie doit dépenser beaucoup pour réparer, surveiller les lignes et remplacer les fournitures perdues. Ils gaspillent leurs ressources pour garder le statu quo, alors que l'Ukraine avance avec peu d'efforts. En 2024, le ministère de la Défense ukrainien a déclaré que ces frappes de drones avaient perturbé plus de 20% du ravitaillement russe à l'Est. C'est un impact énorme pour une fraction du coût de la guerre traditionnelle. C'est durable, car l'Ukraine peut poursuivre ses frappes tant qu'elle a des drones et des renseignements. Durant tout ce temps, la Russie doit défendre des milliers de kilomètres de voies vulnérables. Cela modifie fortement l'équilibre de la guerre. La force de la Russie a toujours été sa taille, plus de troupes, de chars et de puissance de feu. Mais tout cela dépend du passage de ces trains. L'Ukraine transforme cette force en faiblesse, utilisant des frappes précises pour retourner la taille de la Russie contre elle. Plus cela dure, plus l'armée russe ressent la pression. Des unités se retrouvent isolées, les avancées s'enlisent, et les commandants doivent prendre des décisions difficiles sur l'endroit où envoyer les maigres ressources dont ils disposent. L'Ukraine n'essaie pas de gagner par la force écrasante. Ils gagnent par leur précision et persévérance, sapant la Russie jusqu'à sa chute. Ce que l'Ukraine a fait, c'est transformer l'épuisement en arme, pas seulement la fatigue du champ de bataille, mais aussi la fatigue de l'approvisionnement. Chaque frappe n'est pas qu'une attaque, c'est une question pour la Russie. À quelle vitesse pouvez-vous réparer cela ? Combien d'ingénieurs pouvez-vous détacher ?
Combien de carburant faudrait-il pour dévier la route? Combien de munitions êtes-vous prêt à risquer sur des convois sans garantie d'arrivée? Ce ne sont pas des coûts abstraits. Ils s'accumulent chaque jour, train après train, camion après camion, implacables. Quand une voie est réparée, une autre est atteinte. Quand un embranchement est dégagé, un autre est miné. Les logisticiens russes mènent une guerre de réaction. Les planificateurs ukrainiens, une guerre de choix. Mais l'Ukraine n'y arrive pas seule. Derrière de nombreuses frappes précises se trouve le renseignement occidental. Les satellites, les interceptions de signaux et les avions de surveillance fournissent à l'Ukraine un flux constant de données de ciblage. Les opérateurs de drones ne devinent pas où frapper. Ils reçoivent des renseignements en temps réel. Cela inclut des données sur les déplacements de ravitaillement, les carrefours actifs et les moments où les convois ferroviaires sont les plus vulnérables. Des rapports indiquent que des avions de l'OTAN au-dessus de la mer Noire fournissent à l'Ukraine des informations en temps réel sur les itinéraires logistiques russes. Avec ce type de soutien, même une petite équipe d'opérateurs peut lancer des attaques avec une précision dévastatrice. La compétence ukrainienne et les renseignements étrangers ont fait du sabotage ferroviaire une science mortelle, alors qu'il était jadis une supposition risquée. Alors, dans des situations aussi désespérées, quelle est la solution? La Russie tente de riposter à ces perturbations, mais ces solutions restent insuffisantes. Les équipes de réparation sont essentielles dans la réponse. Après une frappe de drone sur un nœud ferroviaire, la Russie dépêche vite ses ingénieurs. Ces équipes travaillent leur jour et nuit, soudant les rails, reconstruisant les ponts et rétablissant l'alimentation des systèmes de signalisation. Dans certains cas, ils ont réussi à remettre les lignes en service en quelques jours seulement. Après la frappe de 2024 sur un pont ferroviaire à Zaporijia, des sources russes disaient avoir rétabli le trafic ferroviaire en moins de 72 heures. Maintenant, cela semble impressionnant, mais ce n'est pas toute l'histoire. Les réparations réactivent la ligne, mais pas toute la capacité immédiatement. Des voies endommagées supportent moins de trains, et les réparations rapides imposent souvent des charges ou vitesses réduites pour éviter les accidents. L'Ukraine ne frappe pas, puis oublie, il surveille toujours. Les drones reviennent, visant les équipes de réparation ou frappant à nouveau avant la fin des réparations. Plus tôt cette année, un dépôt ferroviaire à Donetsk a été frappé 3 fois en 2 semaines, chaque attaque annulant les réparations russes récentes. C'est comme essayer de colmater une fuite d'eau pendant que quelqu'un continue de percer de nouveaux trous. Une autre tactique russe consiste à transférer les approvisionnements vers des camions, dans l'espoir de contourner les lignes ferroviaires endommagées. C'est une bonne solution temporaire, mais logistiquement difficile. Les camions russes ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas assez de véhicules de transport lourds pour remplacer l'énorme capacité de chargement des trains. Un train de marchandises transporte autant que 5 camions ou plus, donc les remplacer est difficile. La logistique militaire russe dépend du transport quotidien de milliers de tonnes de carburant, munitions et équipements. Les camions ne peuvent pas égaler cette capacité, surtout sur de longues distances. En 2023, après la perturbation des lignes ferroviaires à Kherson par l'Ukraine, la Russie a utilisé des convois de camions pour ravitailler ses troupes. Le résultat fut chaotique. Les convois ont été bloqués sur de mauvaises routes, en panne de carburant ou détruits par des drones ukrainiens. En 2024, les drones vus à la première personne ukrainiens étaient aussi précis qu'ils visaient que des camions isolés avec des explosifs, rendant les convois vulnérables. Les routes dans l'Ukraine occupée et le sud de la Russie sont souvent étroites, mal entretenues ou encombrées par la circulation civile. Cela les rend encore moins fiables pour un usage militaire. En 2024, le ministère russe de la Défense a indiqué que les routes étaient 40% moins efficaces que le rail pour l'approvisionnement. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Chaque tonne transportée coûtera plus de temps et de carburant. Et puis il y a un autre casse-tête auquel la Russie ne peut pas échapper, la boue. Chaque année, pendant les saisons de printemps et d'automne, les routes à travers une grande partie de la Russie et de l'Ukraine se transforment en marécages impraticables. Le bitume se fissure, les chemins de terre disparaissent, et les convois s'enlisent dans une boue jusqu'aux essieux. Les chemins de fer, malgré leurs défauts, restent fiables s'ils sont intacts. Sinon, la Russie a peu d'options. Les camions restent bloqués dans la boue, et les hélicoptères, rares et gourmands en carburant, aggravent ces goulets d'étranglement saisonniers. En mars 2024, un rapport logistique a décrit des convois entiers bloqués près du fleuve Dnipro, incapables de bouger pendant des jours. Le mauvais temps n'a pas seulement ralenti la guerre, il a figé les lignes d'approvisionnement sur place. Et l'Ukraine le sait. Les failles logistiques russes existent depuis des décennies, bien avant cette guerre. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'armée russe a hérité d'un système d'approvisionnement obsolète et trop grand.
Dès la deuxième guerre de Tchétchénie, à la fin des années 1990, des avertissements signalaient que la dépendance aux rails et aux dépôts centralisés fragilisait l'armée. Mais rien n'a changé. Les contraintes budgétaires, la corruption et les conflits entre sous-traitants ont freiné la modernisation. En 2012, le ministre de la Défense, Anatoly Soutikov, a tenté de réformer la logistique en décentralisant les dépôts de ravitaillement et en introduisant un suivi système de positionnement global pour les cargaisons. Son sort ? Limogé en moins d'1 an, la plupart de ses réformes écartées. L'armée est revenue aux mêmes pratiques de l'époque soviétique, avec des manifestes papier, des stocks surcentralisés et des chaînes de commandement rigides. Cette gangrène bureaucratique entrave toujours la logistique russe en 2025. De nombreux mémos ayant fuité fin 2024 ont révélé que les approvisionnements étaient de mal acheminés à cause de logiciels obsolètes et d'ordres ferroviaires enregistrés manuellement. Un train chargé de missiles anti-chars pour Zaporizhia est resté bloqué 1 semaine à Rostov à cause d'une erreur dans le manifeste. Des aliments frais ont pourri en transport à cause d'une mauvaise répartition du carburant, forçant les troupes à improviser. La Russie ne mène pas seulement une guerre contre l'Ukraine, elle lutte aussi contre le poids mort de ses propres institutions défaillantes. Cela se remarque surtout dans sa logistique basée sur le rail. Une spécificité technique complique encore la situation pour la Russie, l'écartement de ses rails. La Russie utilise un écartement de 1520 mm plus large que la norme européenne de 1435 mm. Cela rend ses chemins de fer incompatibles avec les systèmes des pays voisins. Même si la Russie voulait réacheminer ses approvisionnements via des alliés ou pays neutres comme la Biélorussie, la Mongolie ou le Kazakhstan, ce n'est pas simple. Tout devrait être rechargé ou transféré sur des systèmes compatibles. Cela fait perdre du temps, augmente les coûts et crée davantage de points d'étranglement. Ironiquement, la Chine, principal allié stratégique de la Russie, utilise ses propres rails à écartement standard. Bien que des projets logistiques conjoints aient été annoncés après l'invasion, ils n'ont pas pris d'ampleur. Des images satellites récentes ont révélé que l'extension ferroviaire prévue en Mandchourie, reliant le centre logistique chinois aux zones militaires de l'extrême-orient russe, était stoppée. Non, pas de construction, ni de trafic de marchandises. La Chine hésite à faire de ses infrastructures un pilier de l'effort de guerre russe. Ceci s'explique sans doute par le souci d'éviter les sanctions occidentales. Pékin pourrait discrètement vendre des drones ou équipements à double usage. Cependant, pour approvisionner l'armée russe, la Chine reste à l'écart. La Russie se retrouve isolée logistiquement et diplomatiquement. Elle doit presque uniquement compter sur son réseau défaillant pour mener une guerre moderne. Les routes, censées pallier les failles des voies ferrées endommagées, posent aussi des problèmes. La Russie ne peut surveiller chaque kilomètre d'autoroute. Les partisans ukrainiens et les forces spéciales opèrent derrière les lignes, organisant des embuscades ou posant des explosifs. Fin 2024, une bombe artisanale a frappé un convoi près de Militopol, détruisant une douzaine de camions transportant des obus d'artillerie. Comme vous le savez maintenant, les drones représentent une autre menace constante. Les OPR-50, les opérateurs de drones ukrainiens, repèrent les convois grâce aux données satellites en temps réel et frappant avant que la Russie réagisse. La Russie a renforcé ses défenses anti-aériennes pour ses lignes d'approvisionnement, mais ces systèmes sont déjà très sollicités. Indispensables en première ligne contre les missiles ukrainiens, les détourner pour les camions exposent d'autres zones. C'est un jeu perdu d'avance, où la Russie ne peut tout couvrir, et l'Ukraine trouve toujours des failles. Le danger pour les chemins de fer russes ne vient pas seulement des bombes ou des missiles ennemis, il vient aussi de l'intérieur. Dans les endroits contrôlés par la Russie, et même au cœur de la Russie elle-même, des gens ordinaires résistent. Ces combattants, appelés partisans n'agissant pas seuls, ils rejoignent des équipes croissantes d'espions, d'assistants et de saboteurs ferroviaires. Début d'année, les renseignements ukrainiens ont révélé que des frappes dévastatrices contre les centres ferroviaires étaient guidées par des collaborateurs locaux, fournissant coordonnées, horaires de train et faiblesse des défenses russes. Un exemple a eu lieu à Louhansk en mars. En une semaine, un groupe de résistants a détruit plus de 15 km de voies ferrées grâce à des explosifs artisanaux et au sabotage des signaux. Aucune arme sophistiquée n'était requise, juste des outils communs, des informations internes et des personnes courageuses agissant de l'intérieur. Cela est d'autant plus dommageable que les forces russes ne peuvent pas facilement neutraliser cette menace. Les partisans se mêlent à la population, utilisent des téléphones jetables et évitent les traces numériques. Chaque attaque force la Russie à redéployer des troupes à l'arrière pour la sécurité. Cela accentue la pression sur leurs forces limitées.
Fin 2024, des convois ferroviaires ont été arrêtés des heures à cause de menaces ou sabotages présumés, finalement jugés leurres. C'est une guerre psychologique autant qu'une perturbation logistique. Même lorsque les voies sont intactes, la Russie doit désormais douter de chaque expédition. Les trains sont détournés, retardés ou annulés par précaution. Cela ralentit toute la chaîne d'approvisionnement sans que l'Ukraine ait à tirer un seul missile. Même avec de nouvelles approches, la Russie rencontre toujours les mêmes problèmes. Ils ont délaissé les grands dépôts ferroviaires pour répartir les fournitures dans de plus petits stocks. L'idée est de réduire l'impact d'une seule frappe. Cependant, le problème principal demeure. Les fournitures doivent toujours parvenir au front, et le chemin de fer reste leur seul transport efficace sur de longues distances. Construire ou renforcer les lignes de chemin de fer est une autre solution, mais cela reste lent et coûteux. En 2024, la Russie a posé des rails pour éviter les jonctions vulnérables dans les territoires occupés. Cependant, ces projets prennent des mois, voire des années, et les drones ukrainiens ne leur laissent pas ce genre de temps. La voie ferrée près de Louhansk a été bombardée avant son achèvement, gaspillant des ressources et retardant les approvisionnements. Déplacer les dépôts est difficile. Les centres ferroviaires sont situés selon la géographie, près des rivières, villes ou carrefours clés. On ne peut pas les déplacer du jour au lendemain. Chaque adaptation se heurte au même mur. Le système ferroviaire russe est trop rigide, exposé et essentiel pour être vite remplacé. La Russie déploie aussi des trains blindés pour contrer les attaques ukrainiennes sur ses chemins de fer. Ces trains ne sont pas seulement des vestiges de l'histoire, ils ont été modernisés pour s'adapter aux champs de bataille actuels, et en ce moment, ils font bien plus que simplement transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Ils circulent dans des zones où la situation peut rapidement devenir dangereuse. Chaque train est recouvert de couches d'acier et de sacs de sable. Certains ont des canons antiaériens et mitrailleuses, mais ne visant pas uniquement la puissance de feu. Ils sont conçus pour déminer, réparer les voies endommagées, ou effectuer des reconnaissances à l'aide de drones. La Russie utilise ces trains pour sécuriser ses approvisionnements, notamment là où les routes sont endommagées ou attaquées, car ils offrent une meilleure protection. Cependant, les forces ukrainiennes ont trouvé comment les cibler, en faisant parfois exploser des parties de la voie, ou en utilisant des armes portatives pour les frapper directement. Cela ralentit les lignes d'approvisionnement et oblige les équipes russes à réparer les rails endommagés sous le feu. Le travail est difficile, et il devient plus compliqué d'avancer sans problème, d'autant plus que les trains ne circulent que sur les rails. Si ces rails sont détruits, détournés ou bloqués, les trains ne peuvent pas faire grand-chose. Cela signifie que les missions de sabotage ukrainiennes commencent à avoir un impact plus important. Au fil de la guerre, il devient clair que les trains blindés ont leurs limites. Ils peuvent être puissants et utiles, mais aussi devenir des cibles piégées, sur les rails, sans issue. Plus la Russie s'enfonce en Ukraine, plus la situation empire. Leurs lignes d'approvisionnement s'étendent sur des centaines de kilomètres depuis la Russie jusqu'au front. Chaque kilomètre supplémentaire de voie ferrée devient une nouvelle cible pour l'Ukraine. L'Ukraine a frappé des nœuds ferroviaires jusqu'à 320 km en Russie, comme le dépôt de Rostov-sur-le-Don en janvier. Ces frappes les perturbent non seulement les approvisionnements en Ukraine, mais compliquent aussi la logistique intérieure russe. Les centres ferroviaires russes sont maintenant menacés. C'est un problème, car le réseau qui alimente la guerre soutient aussi le transport de marchandises civiles. En 2024, des civils russes frontaliers ont signalé des pénuries de carburant, après des frappes ukrainiennes, sur des lignes ferroviaires utilisées militairement et commercialement. Cela met la pression sur le gouvernement russe, qui doit équilibrer l'approvisionnement de l'armée et la satisfaction de sa population. C'est un exercice d'équilibriste, et l'Ukraine le déstabilise à chaque frappe. Au deuxième trimestre, ce chevauchement entre chaînes d'approvisionnement militaires et civiles avait atteint un point critique. Des villes frontalières russes comme Belgorod et Koursk ont connu des pénuries de carburant à répétition en janvier et février. Les habitants s'attendaient des heures pour remplir des bonbonnes de gaz ou acheter du diesel. Les épiceries ont manqué surtout de produits réfrigérés. Les retards ferroviaires ont gâché des cargaisons entières. Ce n'étaient pas des cas isolés. C'étaient des répercussions des grèves sur les lignes ferroviaires à double usage. En janvier, la frappe ukrainienne sur un carrefour à Rostov a perturbé l'artillerie et retardé le fret ferroviaire commercial vers 4 provinces plus d'une semaine. Ces perturbations commencent à avoir des répercussions politiques. Les gouverneurs et maires, d'ordinaire fidèles au Kremlin, ont commencé à se plaindre discrètement de la pression. La police a surveillé les gares, et les chaînes Telegram pro-guerre ont soudain changé de ton. Ils expriment sur leur frustration face à la manière dont la logistique militaire russe empiète sur la vie civile. Ce n'est pas encore une vraie descente aux enfers, mais la tendance est dangereuse.
Chaque fois qu'un drone ukrainien frappe un carrefour, les conséquences se font sentir des tranchées de Kherson jusqu'au rayon des épiceries à Bryansk. Ce type de pression affecte le moral, au combat comme à la maison, et s'inscrit dans une perspective plus large. Le réseau ferroviaire russe n'est pas fait pour cette guerre. En revanche, la puissance offensive de l'Ukraine est parfaitement conçue pour faire face à ce réseau ferroviaire. Dans la guerre moderne, ce déséquilibre est fatal. Les généraux russes n'arrivent pas à suivre le rythme ukrainien. Peu importe combien de soldats ils mobilisent ou combien de chars ils produisent, ces armes sont inutiles s'ils ne peuvent pas être déplacés efficacement. Cette pression lente et implacable, c'est ce qui fait de la logistique une arme aussi puissante. Cela ne fait pas la une, mais cela gagne les guerres. Le Kremlin doit affronter une vérité fondamentale. La puissance militaire russe dépend de rails d'acier qui se brisent, brûlent et sont sans cesse attaqués. Chaque frappe de drone, chaque pont détruit, chaque jonction perturbée rapproche leur machine de guerre de l'arrêt complet. Cette guerre ne se résume pas à qui a le plus de soldats ou les meilleures armes, il s'agit de qui peut se déplacer plus vite, ravitailler plus intelligemment et maintenir ses forces au combat. L'Ukraine a réussi à faire du réseau ferroviaire russe, son atout majeur, sa plus grande faiblesse. Il ne cherche pas à conquérir chaque ville ou à égaler chaque char, mais à couper la ligne vitale de l'armée russe. À chaque frappe, il montre que quelques drones bien placés causera de plus de dégâts qu'une division blindée entière. L'Ukraine ne rivalise pas seulement militairement avec la Russie, elle coupe sa ligne de vie et semble l'emporter.